À midi 28, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui Bajan Enoch, président du Congrès pour la Renaissance ivoirienne et qui a été élu au mois d'octobre dernier président de la Coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire, en abrégé CNC. Monsieur Jean Enoch Ba, comment va la CNC? Bonjour à vous. La CNC se porte bien et est en ce moment à l'heure du bilan. Quel bilan faites-vous aujourd'hui après quelques mois d'existence qui a été émaillé de turpitudes, au retrait de certains, arrivée d'autres? Aujourd'hui, la CNC sert à quoi? Je pense bien que la CNC a été créée pour des objectifs bien précis Lesquels? auxquels elle s'est attelée à un certain moment. Et nous estimons aujourd'hui que les élections présidentielles étant passées, il faut s'asseoir, faire le bilan de nos 6 mois, sinon 5 mois de fonctionnement. Sans activité apparemment. Pourquoi sans activité? En dehors de vos palabres, il n'y a rien d'autre. Oui, mais c'est vous qui n'avez pas vu. Sinon Sinon que la CNC a mené des activités à Abidjan. Il y a eu des meetings qui ont été tenus à plusieurs reprises. Il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont été menées dans des quartiers et même dans la Côte d'Ivoire tout entière. Et il y a eu des marches qui ont été initiées, il y a eu des débats qui ont été initiés. Vous ne pourrez pas dire que la CNC n'a pas Donc vous mené pensez que d'activité. ça là, ça suffit, des meetings, des marches, vous pensez que ça suffit pour une alliance de partis, 13 partis politiques qui espèrent opérer le changement? Vous aurez voulu quoi? Je ne sais pas, ça vous Ah non, l'entend, non, vous l'expliquez. mais c'est à vous, puisque c'est à vous de nous dire que ce que nous avons commencé n'est pas suffisant. Non, C'est à vous donc de nous si dire cela maintenant suffit. ce qu'il fallait que nous C'est à fassions. vous de nous le dire. Oui, C'est pas pour à nous, de dans le un dire. État démocratique, C'est pas le rôle du journaliste. dans un État démocratique, je pense bien que les actions que nous avons menées suffisaient pour que le régime en place, s'il manifestait, s'il disposait d'une volonté claire d'aller à la paix, d'aller à la démocratie réelle, d'ouvrir le jeu démocratique pour qu'il discute avec son opposition et trouve un cadre consensuel pour l'organisation d'élections. Parlons des marches. Nous avons vu tout dernièrement la marche qui avait été lancée par les candidats Charles Konabani, Mamadou Koulibaly. Vous et certains de vos amis, je les citerai, Abel Naki, Aïpo, vous êtes retrouvés. Daniel a fait une conférence de presse pour dire que vous ne soutenez pas cette marche. Et étrangement, le lendemain ou à cette marche, vous vous êtes retrouvés là-bas. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi? La veille, vous dites ceci, le lendemain, vous faites autre chose? Est-ce que vous pensez que ceci est fait pour vous? J'ai l'impression que vous ne suivez pas bien l'actualité en Côte d'Ivoire. Faites-nous suivre. Je vais vous informer. C'est vrai, nous nous sommes retrouvés, nous avons évoqué un certain nombre de problèmes de fonctionnement qui se posaient au niveau de la CNC et nous avons même appelé à ne pas marcher. Effectivement, le lendemain, certains parmi nous se sont retrouvés à la marche. Bon, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais pour ce qui concerne M. Ba, non, nous sommes à la CNC en tant qu'entité politique. Je suis à la CNC en tant que Congrès pour la Renaissance ivoirienne, qui est un parti politique. Martial Aïpo est à la CNC parce qu'il est président de l'UDL, l'Union pour le développement et la liberté, et Abel Naki pour le compte du CRI panafricain. Donc, chaque entité à l'intérieur de la CNC est bien entendu autonome et est responsable des actes qu'elle pose. Partant, donc les déclarations communes ne vous engagent pas individuellement? Non, bon, les déclarations communes sont censées nous engager individuellement. Puisque quand nous faisons une déclaration, bien entendu, la déclaration à laquelle je participe m'engage, moi et mon entité, bien entendu. Maintenant, si je pose un acte contraire, bien entendu, c'est toujours moi qui suis engagé, qui suis responsable de mon attitude et qui puis l'expliquer. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Pour vous dire que c'est peut-être Abel Naki et Martial Aïpo qui peuvent expliquer leur présence à ce meeting, à cette marche. Pour ce qui nous concerne, nous nous avons dit qu'il fallait que la CNC, dans tout son ensemble, c'est dit avec tous ses adhérents, qui ont signé la charte du 15 mai 2015, bien entendu, connaissant le contenu, les objectifs contenus dans cette charte-là, pour nous, il n'était pas question de mener des démarches extra
des démarches en dehors de la lettre et de l'esprit de la charte que nous Mais avons qui a signée. mené cette image en dehors de ces... Si vous lisez la concordance, vous verrez que au chapitre, sinon dans le protocole 10 de la charte de la CNC, il était dit, noir sur blanc, que nous, signataires de la présente charte, convenons que la mise en œuvre des 10 protocoles de notre charte là, déterminera l'organisation pratique des élections. Partant de ce fait-là, il n'était pas question pour nous d'aller à des élections alors que nous étions persuadés que aucune disposition de nos revendications n'a fait l'objet d'attention du gouvernement. Moi, j'étais dans une logique de cohérence et le reste, chacun peut expliquer sa position. Ah, donc aujourd'hui, pour vous, vous qui dites les déclarations communes engagent tout le monde, mais en même temps, chacun a son entité politique, il peut rester là-dedans et faire ce qu'il veut. Puisque non, je ne veux pas donner dans la polémique, monsieur. Je veux vous dire simplement, non, parce que ce que vous dites là va retarder le sens que nous voulons donner à ce débat. Je pense que ici, ce que je veux dire, c'est que nous avons pris un engagement. Je sais que nous portons ensemble la responsabilité de l'aboutissement de notre combat commun. Et là, les détails, c'est ce que vous voulez que je donne, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux vous dire ici, c'est que la CNC a fonctionné, elle s'est fixé 10 objectifs. Les 10 objectifs, à ce jour, aucun n'a été mis en œuvre. Aujourd'hui, que devons-nous faire? D'aucuns pensent, par exemple, que la CNC doit mourir. D'autres disent qu'il faut essayer de faire le bilan, de faire le point de notre marche et de corriger ce qui n'a pas marché et de dégager de nouvelles perspectives. Moi, je m'inscris dans une telle optique. Parce que j'estime que de manière responsable, quand on a pris des engagements vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des populations, qu'il faut bien entendu respecter, quand on se sent, on sent avoir fini de travailler, il est bon de s'asseoir, de se regarder les yeux dans les yeux, de faire le point du travail qui a été fait et de dire à la nation ce que nous avons fait, là où nous sommes arrivés, ce que nous pouvons faire pour atteindre les objectifs. À ce niveau de marche, c'est à ce stade que moi je suis. À ce niveau de marche de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire, faites-moi un bref bilan aujourd'hui de vos activités et en plus là, de la portée politique que cela a pu avoir en Côte d'Ivoire. Je sais que la CNC a été créée dans le but de créer les conditions, d'amener le gouvernement à mettre en place des conditions de régularité des élections. Et cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché parce que simplement nous n'avons pas trouvé chez le pouvoir en place, chez les tenants du pouvoir plutôt, la volonté politique d'aller à la transparence, d'aller à des élections transparentes, d'aller à des élections inclusives. Donc cela a fait que bien entendu, nous étions obligés de nous inscrire dans un boycott pacifique qui a prospéré. Qui a prospéré. Parce que, au vu du taux de participation à ces élections... Vous avez lancé un appel au boycott, un boycott passif? Oui. La CNC a lancé un appel au boycott. La CNC a demandé aux Ivoiriens de rester chez eux, de ne pas participer à ces élections. Quelles sont les perspectives après Voilà, les perspectives, c'est ce que je vous dis. Moi, tout seul, en tant que président, je ne peux pas décider des perspectives. Mais de mon point de vue, j'estime que nous avons un devoir de compte rendu vis-à-vis du peuple, d'information du peuple, de l'état dans lequel, du stade auquel nous sommes arrivés, par rapport au but que nous nous sommes fixés, par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà. Donc, c'est en cela que je dis que la CNC est à l'heure du bilan aujourd'hui. Et par contre, je voudrais profiter de votre micro pour dire à mes amis, membres de la CNC, c'est une question de logique, c'est une question de morale, mais mieux, c'est une question de constance. Et dans une lutte qui doit prospérer, ce sont des valeurs qu'il ne faut pas négliger. Nous devons faire le point de notre lutte. Nous devons faire le bilan de la marche que nous avons eue, la marche commune que nous avons menée par rapport aux 10 objectifs que nous nous sommes fixés. Voilà. Quand nous avons fait ça, nous devons faire une déclaration commune à la nation pour situer ces populations qui, de sitôt, se sont appropriées la CNC comme étant désormais l'espoir, l'alternative crédible au régime de M. Ouattara. Je pense que c'est cela, dans le premier temps, ce qu'il faut faire. Mais il y a, en termes de perspective, il y a des élections à venir. Est-ce que nous devons nous inscrire toujours dans le boycott
que nous venons de faire, ou alors devons-nous changer de tactique? Devons-nous changer de tactique? Cela ne peut se décider que au sein de la CPC, c'est-à-dire de la conférence des présidents. Mais de mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'ensemble, nous comprenons que les enjeux sont devenus d'autant plus, plus déterminants que ce qu'était même l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de référendum constitutionnel. Or, la Constitution détermine, c'est la Constitution qui détermine la fonction du président de la République. Donc, les prochaines élections auxquelles la Côte d'Ivoire sera confrontée sont des élections à des enjeux plutôt capitaux que ce qui vient de se passer. C'est en cela que je demande à mes compatriotes et à mes coprésidents de réfléchir sur la posture nouvelle que la CNC doit avoir. Je peux avouer ici sur votre plateau que au cours de notre fonctionnement, il y a eu beaucoup d'égos qui ont fait surface sur les objectifs, sur les stratégies que nous devons porter à bout. Malheureusement, chacun. Vous faites référence à quoi? Je fais référence à chaque leader. À chaque leader. Des gens sont venus à la CNC, chacun certainement avec son petit plan, disant, bon, écoute, moi je vais aller aux élections, je pense qu'en m'appuyant sur la CNC, je peux avoir le soutien de ces gens pour aller aux élections. D'aucuns disent, bon, écoutez, moi j'ai créé un parti, ça fait au moins peut-être 6 mois. Des candidats qui sont issus de la CNC. Je parle de tous les leaders qui sont, je suis président de la CNC, je vous parle en tant que président de la CNC, je ne vous parle pas en tant que vice-président ou bien comment dire, un membre de la CNC. Donc, vous voyez que de facto, je refuse vraiment de rentrer dans la polémique. Ce que j'ai dit, ça s'applique à moi également. Je veux que nous sortions de toutes nos blessures internes, de ce que nous pensons qui nous est écorché, ou alors que nous ayons tous les plans que nous avions faits en rentrant à la CNC, que chacun de nous se débarrasse de cela et qui se mette au service véritablement de l'objectif commun, qui est, parce que là, l'objectif là, il n'a pas été atteint. Or, les points qui constituent les objectifs que nous sommes fixés sont des protocoles importants que nous ne devons pas abandonner aujourd'hui. Parce que le combat n'a pas abouti. Monsieur Baïno, vous aurez le temps d'avancer et de dérouler tout à l'heure. Mais revenons sur ce que vous tentez de dire tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de points de désaccord, il y a eu question d'égo. Mais si vous n'évoquez pas les différents, ce qui a posé pour la CNC, pour que vous venez de l'avouer et de le confesser, pour que la CNC échoue, si vous n'évoquez pas ça clairement, vous ne le dites pas, comment vous pouvez véritablement penser la plaie? Dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Telle personnalité ou telle personne a eu telle attitude ou a eu tel débat qui vont à l'encontre de la charte de la CNC. Je peux vous dire, je vous donne des exemples. Vous n'avez pas fait quand même la langue de bois, un sujet non politique. Je vous donne, oui, vous savez, quand vous parlez en tant qu'acteur et quand vous parlez en tant que président, c'est un peu difficile, c'est différent. Donc on est président, on fait la langue de bois. Non, quand on est président, il y a des choses qui ne viennent pas de vous. Parce que ça donne la polémique. Je vous dis ici que mon devoir aujourd'hui à la tête de la CNC, c'est de faire en sorte pour essayer de remettre des recoudre le tissu entre les acteurs politiques de l'opposition. Vous voyez aujourd'hui la division de l'opposition, les divisions que vous constatez au sein de l'opposition, ce n'est pas à l'intérieur seulement de la CNC, ne profite nulle part à aucun Ivoirien qui voudrait le changement. Ça ne profite qu'au régime qui est en place, que nous pensons tous combattre. C'est pour cela que moi, en ma qualité de président de cette grande coalition, qui est même la plus grande coalition de l'opposition en Côte d'Ivoire, je ne saurais aujourd'hui rentrer dans les polémiques. Mon rôle premier, l'objectif premier que je me fixe, c'est comment faire pour user de toute humilité, pour mettre tout le monde ensemble. Oui, il faut que toute l'opposition ivoirienne se retrouve autour d'un combat qui est celui du changement. C'est important. À partir de cet instant-là, je pense que les petites questions, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais je vais vous dire, pour répondre juste à votre requête, vous dire que quand vous prenez la charte de la CNC, que vous la lisez, tous les 10 protocoles évoquent des points qui répondent à un souci national. Je prends le premier point qui est, par exemple, la libération des prisonniers, y compris le président Laurent Gbagbo. Vous et moi convenons tous que, aussi longtemps que Gbagbo se retrouverait dans une prison à l'extérieur, il sera difficile aux Ivoiriens de se rasseoir pour essayer de dire oui,
la réconciliation est consommée, tout est fini, nous pouvons redémarrer ensemble. Ça, c'est le penser autrement est inobjectif. En même temps, ça c'est le lieu commun de tous les opposants. Mais en demandant, en exigeant, par exemple, la libération de Laurent Gbagbo, mais mieux, en exigeant la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en exigeant le retour des exilés politiques, cela répond à un souci de réconciliation. Or, la réconciliation n'est que le départ d'une société stable. Oui, dans une société où il y a eu la guerre, dans un pays où il y a eu des affrontements meurtriers, pendant 10 ans, sinon plus, je pense que le préalable à toute reconstruction devrait être la réconciliation. C'est un élément fondamental. Et donc, ce que nous exigeons en termes de libération des prisonniers, de ceci, cela, je pense que ça répond à ce souci. Quand nous parlons, par exemple, de la question de la sécurité, mais évidemment, la question de la sécurité est une question fondamentale. Dans quel état au monde vous voyez des gens qui ne sont pas admis dans l'armée, qui ne sont pas identifiés militairement, qui portent des armes sur eux, qui vont assurer la sécurité. Mais ces mêmes gens, la journée, se constituent comme étant des sécurocrates, et puis la nuit, ce sont des agresseurs. C'est pour cela qu'à Abidjan aujourd'hui, les agressions se multiplient, malgré les efforts que nos amis entendent faire ou qu'ils disent faire pour essayer d'améliorer la situation. Donc, les points que nous soulevons sont des points d'ordre national qui sont fondamentaux, hein, au développement même, au processus de développement de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu revenons sur la question de la réconciliation que vous posez comme essentielle au développement de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que la réconciliation au sein de la CNC est faite pour être aussi essentielle à l'avancement et au développement il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre à la CNC. Vous avez rapproché déjà après les élections, vous avez rapproché KKB, Charles Konan Banni. Mais KKB avait quel problème avec la CNC? Je demande si vous les avez rencontrés, puisque vous avez... Mais Charles Konan Banni participe aux réunions de la CNC. Il n'était pas question pour vous d'aller aux élections tant que les 10 points du protocole n'avaient pas été acquis. Oui. Ceux-là sont partis. Donc mais ils sont partis. Ils sont censés ne pas avoir respecté. C'est de cela que nous disons que c'est pour cela que nous disons que il y a eu des divergences d'approche. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu des divergences d'approche. Cela ne va pas faire l'objet d'une réconciliation parce que nous ne sommes pas en parlant à la CNC. C'est vrai que dans la stratégie qu'il fallait mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, regardez par exemple la thèse que... les positions. Oui, mon rôle c'est de rapprocher toutes les positions, de faire comprendre aux uns et aux autres. Qu'est-ce que vous avez entrepris pour cela? Oui, avant la dernière CPC, surtout la dernière que j'ai présidée avant de venir, j'ai mis en place 2, sinon 3 commissions. La première commission aura pour but de rapprocher tous ceux qui se sentent frustrés, tous les acteurs de la CNC, pour que chacun dise du fond de son cœur ce qui n'a pas marché, ce qu'il trouve frustrant, ce qu'il n'a pas aimé, etc., etc. Et comment lui pense que le travail n'a pas abouti. Voilà, ce que chacun se découvre, que chacun dise du fond de son cœur ce qui se passe. C'est une commission qui est présidée, je pense bien, par le docteur Toussia. J'ai créé une seconde commission qui a pour rôle de travailler sur le bilan moral. Le bilan moral et les perspectives, qui était présidé par le camarade Abel Naki. Je crois que les 2 commissions travaillent. Et puis j'ai demandé au BER, c'est-à-dire le bureau exécutif restreint, de nous produire le bilan financier de notre marche. Donc aujourd'hui, toutes ces 3 commissions travaillent. Le 16, bien entendu, à mon retour au pays, nous allons faire une grande réunion autour de laquelle nous allons déballer le contenu de tout ce que les gens auraient recueilli pour que nous puissions voir les perspectives. Nous pouvons regarder de manière commune les perspectives de la CNC. Parler à la nation, parler aux populations qui ont cru véritablement en nous, les rassurer et leur dire où et comment désormais la CNC entend fonctionner. Merci M. Jean. Donc, nous allons continuer. Vous avez tout à l'heure évoqué la question des prochaines élections à venir. Nous avons certainement au mois de décembre prochain les élections législatives qui auront lieu. Certainement que vous y participerez. Le président actuel de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafori Soro, est en pleine tourmente actuellement sur une question d'un élément sonore qui circule sur Internet, selon laquelle il serait impliqué dans le putsch manqué au Burkina Faso. Quelle lecture vous faites
de l'élément trouvé aujourd'hui sur le net et certainement du contenu? Bon, à mon avis, Guillaume Soro, il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et ce qui circule là relève exclusivement de l'État burkinabé. Ce sont des questions qui vont se régler entre États. Et je n'ai pas de commentaire à faire dessus. Merci. Tout à l'heure dans votre discours, vous annoncez pratiquement une Côte d'Ivoire nouvelle. Le président Alassane Ouattara, à sa réélection, il a annoncé une troisième république. En 5 secondes, rapidement, je vous dis votre avis sur, dans les petits papiers, on annonce la création d'une vice-présidence pour la prochaine constitution de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que je n'y ai jamais pensé. La création d'une vice-présidence en Côte d'Ivoire, pour l'heure, nous n'avons pas les motivations. Nous ne savons pas ce que Alassane Ouattara veut mettre dans le contenu de sa troisième république. Attendons de voir. Mais ce sur quoi je suis d'accord, c'est que la constitution ivoirienne est aujourd'hui caduque, de par même son article 35. Parce que, à vrai vous dire, l'article 35 de la constitution, elle aurait dû être nettoyée avant les élections de 2015. Donc Voilà, ça ne vous gêne pas qu'il y ait une troisième... Non, moi ça ne me gêne pas. Ça ne me pose, à mon niveau, ça ne me pose pas de problème. Je pense que il faut que les Ivoiriens comprennent que à un moment donné, la société là, il faut réfléchir de manière équitable. C'est ce que je peux dire. Pour l'heure, notre constitution, je ne peux pas dire que c'est elle qui est à la base de quoi que ce soit. Mais je peux dire que son interprétation a fait l'objet de beaucoup de souffrances en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il faut la revoir. Mais il faut la revoir, pas parce que elle n'est pas inclusive. Non. Aucune constitution au monde n'est faite pour que tout le monde soit intégré n'importe comment. Toutes les constitutions ont des pans d'exclusion à tous les niveaux de la société. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas faire des fixations, il ne faut pas faire du nettoyage pour que la Côte d'Ivoire soit un État qui n'appartient à personne. Si c'est dans cette optique, bien entendu, je ne serais pas d'accord. Je pense que, c'est pourquoi j'ai dit, bien entendu, il faut que nous essayions de voir le contenu que M. Ouattara veut mettre dans cette réforme constitutionnelle. Sur la réforme constitutionnelle, nous l'attendons. Si vous avez bien remarqué, tout le long de nos discussions, de nos meetings, j'ai déjà demandé à ce que l'on consacre la réforme constitutionnelle. En lieu et place des élections présidentielles, on aurait dû organiser un référendum depuis longtemps. Nous sommes au thème de notre entretien. Aujourd'hui, pour vous, vu la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, après cette élection qui semble s'être déroulée dans le calme et l'apaisement, quelles sont les perspectives politiques que vous offrez, ou du moins ce que vous voyez pour la Côte d'Ivoire? Je pense que la Côte d'Ivoire est à l'heure de la reconstruction de son paysage politique. La réalité est là. Le dernier mandat de Ouattara, là, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un mandat présidentiel de 5 ans certainement, mais qui va consacrer la fin d'un système. Voilà. D'un système qui a endeuillé la Côte d'Ivoire durant très longtemps, d'un système qui a valorisé les mauvaises vertus comme étant les exemples d'émergence en politique. C'est la fin d'une génération. Cette génération de ceux-là qu'on peut considérer comme étant des gens qui véritablement ont conduit la Côte d'Ivoire au système dans lequel il est. Et je crois que chacun d'eux doit pouvoir percevoir la chose ainsi. C'est donc l'émergence d'une nouvelle génération que les Ivoiriens attendent. D'une nouvelle génération d'hommes politiques capables de transcender leurs égos, capables de transcender leurs problèmes, leurs intérêts personnels pour se mettre au service de la nation. Et c'est ce genre de leader que nous voulons être, pour toute la Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens. Nous voulons être un leader qui soit capable véritablement de se mettre au-dessus de tout intérêt partisan, familial ou tribal. Parce que notre pays est un grand pays qui a besoin aujourd'hui de se retrouver. Il faut reconsidérer les relations que la Côte d'Ivoire a avec son voisinage. Et je pense bien entendu qu'il faut y travailler de manière active pour que notre pays soit intégré dans le Conseil des Nations comme étant une nation juste,
une nation sérieuse, une nation hospitalière comme Houphouët-Boigny l'avait bâti au préalable. Un pays véritablement engagé vers le chemin du développement, mais qui s'assure qu'à la base, la réconciliation est totale, que toutes ces filles, tous ces fils sont au travail dans l'intérêt supérieur de la même nation, faire en sorte que les peuples, partout où ils sont, ne puissent pas avoir peur l'un de l'autre, comme cela est aujourd'hui le cas en Côte d'Ivoire, où le Malinké, quand il parle et qu'il est en présence tout de suite d'un Weber ou bien d'un BT, il doit se taire. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent. Il faut que les Ivoiriens se retrouvent et qu'ils se reparlent à nouveau. Merci M. Bayenok, voilà. Merci d'avoir accepté d'être invité de notre entretien de ce jour. Nous disons aussi merci à toute l'équipe des cadreurs et à la réalisation. Nous espérons que nos amis spectateurs de Iventus TV ont eu du plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à la préparer et à la présenter. Au revoir.